Bonjour, bienvenue à tous. Je vois qu'il y a encore pas mal de personnes qui sont en train de se connecter. On est assez nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir. Alors, en attendant que d'autres personnes puissent se connecter, je vais commencer par présenter nos participants aujourd'hui. On va commencer par Guy Le Turc, directeur général et cofondateur de TNP, et son collègue Laurent Gauzy, associate partner chez TNP. Ils auraient dû être nos hôtes aujourd'hui, puisque au départ, cet événement était prévu comme un petit déjeuner FinOps dans leurs très beaux locaux à Neuilly. Malheureusement, les circonstances actuelles en ont voulu autrement. Mais ils nous accueillent aujourd'hui pour nous présenter les résultats de leur baromètre produit en collaboration avec le CRIP. Ensuite, Michel Poulalion, FinOps spécialiste chez Veolia O, nous présentera leur approche FinOps. Cyril Deblois, Cloud Financial Manager chez AWS, nous donnera les tendances de l'outillage du FinOps. Et enfin, je me présente moi, Lorna Miller, Marketing Manager chez Aptio. Je serai en réalité simplement la présentatrice aujourd'hui et mon rôle est notamment de relayer vos questions aux intervenants. Donc, à ce sujet, si vous avez des questions tout le long de la présentation des intervenants, si vous pouviez utiliser l'outil chat qui est disponible dans l'interface GoToWebinar qui normalement se trouve à la droite de votre écran. Vous pourrez l'utiliser pour poser vos questions et je les relayerai à chaque intervenant à la fin de leur intervention respective. Donc, je vais prendre une petite minute de plus de votre temps pour vous présenter Aptio. Donc, Aptio, c'est une suite de solutions de gestion financière de l'IT destinées à aider les entreprises à prendre des décisions sur leurs investissements et leur gestion de l'informatique. On a plus de 1000 clients dans le monde, répartis sur 18 bureaux, dont un à Paris qui s'étend de plus en plus. Comme je l'ai dit, on a toute une suite de solutions de gestion de l'IT. Celle qui est la plus appropriée au sujet du FinOps aujourd'hui, c'est sans doute la solution Aptio Cloud Ability. C'est une solution multi-cloud pour optimiser les ressources du cloud et traduire les factures et les tags en données utiles pour prendre des décisions sur la gestion du cloud. Si vous voulez en savoir plus sur cette solution, je vous invite à regarder la fiche de données Cloud Ability qui se trouve dans l'interface GoToWebinar également. Je vous invite à la télécharger. Et si vous souhaitez en savoir encore plus, une démonstration de cet outil est prévue dans notre prochain webinar que nous allons réaliser en partenariat avec la TNP le 23 avril. On vous donnera plus de détails à ce sujet à la fin de la session d'aujourd'hui. Je vais passer la main à Laurent et Guy tout de suite. En attendant, je souhaitais vous poser une petite question à tous pour commencer ce webinaire en toute interactivité. Alors, la première question que vous devriez voir apparaître sur votre écran, quelle est votre utilisation du cloud public? Vous pouvez sélectionner l'une des options. Est-ce que vous utilisez en multi-cloud, un seul cloud, vous êtes en phase d'expérimentation ou vous n'utilisez pas du tout de cloud public? Alors, je vois un pourcentage des réponses. Les gens répondent petit à petit. Donc, je vais fermer le petit sondage. Donc, on est à 44% en multi-cloud, 33% n'utilisent qu'un seul cloud, 8% en expérimentation et 13% n'utilisent pas du tout le cloud public. Laurent, tu devrais avoir les commandes, c'est à toi. Ok, c'est Guy Le Turc. Je vais prendre la parole quelques instants. Donc, merci Lorna. Bonjour à tous. Nous aurions en effet été très heureux de pouvoir vous accueillir dans nos locaux. Ce sera pour bientôt, je l'espère, avec toutes et tous en excellente santé. Quelques mots rapidement sur TNP. TNP est un cabinet conseil français indépendant spécialisé dans la transformation des entreprises publiques et privées et notamment dans leur transformation numérique.
nous réalisons de nombreuses missions naturellement qui s'appuient sur le cloud. Multisectoriel, Laurent, si tu peux avancer. Voilà, merci. Nous avons été confrontés à une grande variété de situations et il nous est apparu nécessaire, devant l'adoption croissante du cloud public, d'établir en association avec le CRIP un premier baromètre des pratiques autour de l'économie du cloud. Ce baromètre nous a semblé d'autant plus utile que certains constats se dégagent. Près de 80% des entreprises françaises ont opté pour une approche multi-cloud et le petit sondage là, tente à le démontrer. Et surtout, 70% des entreprises ne s'y retrouvent pas dans le cloud public en termes de coûts et constatent des dépassements de budget. Alors que pour certaines d'entre elles, elles se sont engagées dans une démarche massive de move to cloud. J'ai moi-même été confronté à cette situation sur un grand projet très serré budgétairement sur les coûts de run. Et face à un modèle de paiement à la consommation sans réelle maîtrise des inducteurs de coûts, c'est très difficile de s'engager vis-à-vis d'une direction générale sur la bonne tenue de la dépense dans le temps. Je pense que la prédictibilité, à mon sens, est un enjeu essentiel du FinOps. Alors, Laurent va vous partager quelques éléments de définition et vous présenter les résultats de notre baromètre qui a été établi à partir des retours de 80 répondants que nous remercions d'avoir pris le temps nécessaire pour y répondre. Laurent ? Bonjour à tous et merci Guy de cette introduction. L'un des points qui est clé au travers de FinOps, c'est pourquoi en fait FinOps maintenant, comment le mettre en œuvre et qu'est-ce que ça induit en termes d'éléments de fonctionnement. Et c'est dans cet esprit qu'on va partager ce matin pour donner des pistes. Déjà, le premier point qu'on souhaite partager avec vous, c'est que FinOps, c'est à part entière un des 4 piliers de l'approche cloud, au même titre que le lien avec le développement et le provisioning DevOps, au même titre que la sécurité qui est un composant fondamental du cloud ou la gestion des ops au sens large. FinOps, c'est tout le volet financier et l'ensemble des problématiques de contrôle, de maîtrise de ces coûts. Au-delà de cette vision financière, et pour poser un certain nombre d'éléments de préambule, FinOps, ça vise à assurer en fait le meilleur équilibre entre le coût d'un service, la qualité et des éléments de rapidité, de redondance associés. Et une fois de plus, pour vous et vos projets, il y a un vrai enjeu en fait de baisse du coût de run pour accélérer sur des éléments d'innovation. Donc il y a vraiment 2 dimensions qui sont très fortes dans FinOps. C'est évidemment des éléments de maîtrise de la facture, mais aussi en fait des éléments qui sont liés à l'adoption des nouveaux services et le travail avec les équipes d'architecture pour accélérer la mise en œuvre du nouvel ADN de la DSI. Ces éléments, en fait, ils ne s'opèrent pas dans une optique one-shot. On est vraiment dans une approche qui est une approche continue. Et comme le disait Guy en préambule, on vise tous l'anticipation, mais en fait, les briques de base qui sont à mettre en place, c'est déjà dans un premier temps savoir et informer, parce qu'on peut difficilement optimiser ce qu'on ne maîtrise pas. Donc il y a tout un sujet au travers de la visibilité de l'allocation des coûts et on y reviendra. C'est déjà la première marche. La deuxième marche de ces éléments de transformation, c'est toute la partie optimisation avec 2 leviers qui sont clés, c'est l'usage. Et je sépare en fait l'usage de la consommation. On peut consommer un service, mais la question c'est quel est l'usage réel qu'on en a. Il y a en fait en termes de statistiques en fait 35% de la dépense cloud au niveau mondial qui est payée et qui n'est pas consommée, dont il n'y a pas d'usage derrière, on a simplement laissé les machines allumées. Donc il y a un vrai sujet derrière cette notion d'usage, les éléments de prix, et puis la troisième marche qui est la partie amélioration continue et les éléments d'anticipation. Donc au travers de ces éléments qu'on a vus chez nos clients, on s'est posé en fait la question de quelle est aujourd'hui la maturité en France sur ces éléments, sachant que le marché est en phase de croissance et qu'il y a pas mal de clients qui revenaient en disant oui, mais globalement, on a fait cette transformation
pour des raisons d'économie, mais globalement, on ne s'y retrouve pas complètement. Donc, on a essayé de prendre en fait un constat assez factuel et on a réalisé avec le CRIP, et en tout cas des beaux logos, hein, dont une grosse part fait partie du SBF 120, une enquête entre novembre et février, dans lequel en fait on a pour le profil de la DSI moyenne des grosses DSI, hein, on est plus de 500 collaborateurs et des budgets qui sont de l'ordre de plus de 50 millions d'euros, avec des dominantes dans l'industrie, les services et les services financiers. Cette enquête, on a réalisé autour de 4 thématiques que sont en fait l'organisation et la gouvernance, quels sont les rôles et les nouvelles compétences liées au FinOps. Deuxième point sur les process, quels sont les process les plus impactés par la mise en place et quel est leur niveau de maturité. Quels sont les facteurs clés de succès et également les freins liés à cette mise en place, et au travers des outils et des leviers qui sont utilisés par nos clients, qu'est-ce qui est utilisé. Dans l'enquête qui est en téléchargement, donc on a un petit souci, donc on vous l'enverra pour l'ensemble des participants post-réunion. On a 30 questions, on a focalisé ce matin sur un premier volet de quelques questions. Évidemment, donc on sera à votre disposition et également on les complétera lors de la deuxième phase le 23 avril. Tout d'abord, en préambule, le premier élément, c'est sur le profil des répondants et surtout en fait les motivations qui font utiliser le cloud public. En écho avec ce qu'on échangeait, 55% des répondants sont passés en fait vers le cloud pour des raisons d'économie. C'est toute la partie grise que vous avez sur la partie gauche, avec des économies qui peuvent aller jusqu'à, en attente, hein, dans les business cases, de 26 à 50%. Et ce qui est assez intéressant, et on y reviendra avec Michel Poulalion tout à l'heure, il y a pour 45% d'entre eux une motivation qui n'est pas simplement des éléments d'économie, mais surtout et avant tout la capacité d'innovation, d'avoir des services qui ne sont pas disponibles aujourd'hui en interne, et surtout à l'aune de ce que nous vivons aujourd'hui, des éléments de montée en charge, de flexibilité, que ce soit sur des aspects réseau, VPN ou d'accès à des ressources critiques. Donc il y a cette première dualité qu'on a pu mettre en relief dans le cadre de l'enquête. Le deuxième élément qu'on a pu mettre en relief, plutôt en termes d'organisation, c'est qu'on est sur une structure qui est en train de se constituer dans le cadre des entreprises. Le premier point qu'on voit, c'est que sur la partie gauche, le FinOps, et ceux qui disposent aujourd'hui d'une structure FinOps, c'est à peu près 20% de l'ensemble de l'échantillon. Ce qui est intéressant, c'est que pour 80% de ceux qui n'en disposent pas, 60% prévoient d'en mettre une en place dans les 12 à 24 mois, avec des moyens qui sont aujourd'hui en phase de croissance et qui sont redimensionnés sur des bases de ROI. Également, ce qu'on voit, c'est qu'on a cette partie FinOps, c'est-à-dire Fin sur la partie contrôleur de gestion, et qu'on a des premiers types d'organisations qui sont drivés par le contrôle de la facture, la finance et le contrôle de gestion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que pour 22 et 20%, donc le programme manager cloud et également les architectes cloud, ce qui fait en fait un ensemble de l'ordre de 42%, on a tout le support qui est amené par les centres de compétences cloud ou par les directeurs de programme pour apporter et driver, en plus de la fourniture de la plateforme, dans le cadre du panel de services, le volet financier comme un des piliers d'une architecture cloud bien constituée et solide. Sur ces éléments aussi, ce qu'on peut prendre en compte, c'est les process de refacturation. Donc, ce qu'on voit en termes de process mis en place aujourd'hui, on a pour 3/4 des personnes interrogées que les processus de refacturation liés au cloud public sont jugés insuffisants. Les raisons, c'est une difficulté à identifier via le tagging, via le bon tagging, les éléments de consommateurs, des gestions de comptes qui ne sont pas toujours bien réalisées, et puis surtout la capacité à, au-delà des éléments d'usage, être capable de trouver les bonnes clés analytiques
dans le cadre de structures internes qui mixent en fait du cloud privé, des services de provisioning classiques et du cloud public. Donc il y a un vrai sujet en fait de transformation de ces éléments en termes de suivi et de facturation. Alors, je vais laisser le teaser, hein, en fait. Hein, on poursuivra ces éléments lors de la deuxième session. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse voir avec Michel qu'est-ce qui a été mis en place côté Veolia et quelles sont en fait justement les pistes de réussite. Lorna, peut-être certaines questions ou des éléments de sondage à ce moment-là? Oui, alors de nouveau, bon, il y a quelques questions sur le chat. Je souhaite de nouveau inviter nos invités aujourd'hui à ne pas hésiter à poser leurs questions sur le chat. Une première question, est-ce que tu as pu constater, Laurent ou Guy, un changement rapide de la tendance en ce qui concerne l'utilisation du cloud? Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a une accélération qui est en train de se faire hein, sur le cloud public, surtout à l'aune de ce qu'on vit aujourd'hui. Ça présente pour tout ce qui est accès à distance, poste de travail distant, une infrastructure qui est extrêmement redimensionnable. Donc là, de manière conjoncturelle, il y a une accélération, mais de manière structurelle, on voit la capacité en fait d'innovation qui est utilisée sur le cloud. Et on a pas mal de clients qui subissent en fait la facture, qui ne maîtrisent pas en fait l'usage et la bonne compréhension de leur consommation. Et c'est vraiment ça l'enjeu, c'est que pour bien dimensionner les services, poser les bonnes architectures, il y a vraiment toute une phase de maturité qui est beaucoup plus forte que de poser des infrastructures et de regarder comment elles sont utilisées, qui est l'approche historique. Donc il y a un vrai besoin en fait de transformation de l'ADN des clients sur ce mode de fonctionnement à l'usage, hein, payeur-utilisateur, et de reventilation des bons comportements. On en reparlera tout à l'heure. Il y a tout un sujet extrêmement fort d'accompagnement et de conduite du changement pour mettre ça en place. Très bien. Une deuxième question, très brièvement, avant qu'on puisse passer à l'intervention de Michel. Quelles sont, de l'expérience de TNP, les premières étapes d'une approche FinOps? Donc on en a reparlé hein, tout à l'heure derrière le cycle. Hein, on a trois grandes étapes par rapport à ce cycle. Déjà, le premier point, c'est qu'on ne peut pas optimiser ce qu'on ne maîtrise pas. Donc, il y a déjà maîtriser les services de base du cloud, maîtriser les consoles qui sont fournies pour servir la consommation, comprendre cette consommation et être capable de la reventiler, de la refacturer, step 1. Step 2, commencer à poser les optimisations de l'usage. Et là, on va être dans, comme le dit EDF, c'est pas Versailles ici, être capable d'éteindre les consommations quand on n'a pas d'usage. Donc, c'est tout ce qui est auto shutdown, des éléments de resizing au plus juste. Et on va avoir dans un deuxième temps des leviers financiers hein, sur des leviers d'engagement. Et puis le troisième point, on en a parlé tout à l'heure avec Guy, c'est tout le sujet anticipation, c'est-à-dire que il faut pouvoir donner de la visibilité et anticiper sur les éléments de consommation. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de points qui sont proposés aujourd'hui par l'outillage pour essayer d'anticiper, même s'il y a assez peu d'historique, croiser l'historique on-prem et aussi les premiers éléments de consommation pour en déduire des tendances. Donc c'est vraiment ça les trois étapes avec un énorme pilier autour de la conduite du changement et de l'organisation. Ok, très bien. Donc, on va passer à l'intervention de Michel. Michel, je vois que tu es en mute par contre. Donc, si tu pouvais essayer de réactiver ton micro. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser de nouveau une deuxième question à nos invités. Donc, lorsqu'on parle cloud ou FinOps, quel est votre focus? Vous pouvez cette fois-ci sélectionner plus d'une réponse. Donc, le focus est les factures et leur suivi, votre organisation et votre gouvernance, l'automatisation et l'architecture ou la conduite du changement. On a déjà pas mal de réponses. Je vous laisse encore un petit peu plus de temps. Donc, on dirait que ça se dégage principalement. La grosse préoccupation à 82-85%, ce sont les factures et leur suivi.
Ensuite, en deuxième position, à 61%, l'automatisation et l'architecture, l'organisation et la gouvernance, et seulement 27% la conduite du changement. Michel, Laurent, je vous laisse la parole. Hop. Bonjour. Ouais, Michel, je te laisse te présenter okay. et présenter Veolia. Oui, bon. Okay. Bonjour à tous, Michel Poulalion. Cela fait 20 ans que je travaille pour Veoliao autour du maintien en conditions opérationnelles des infrastructures. Je suis ingénieur en informatique et suis certifié architecte solution AWS. Je fais partie de l'aventure cloud public de Veoliao depuis le début de lancement du projet Move to Cloud, donc c'était en 2015. Et actuellement, je suis en charge de l'optimisation de l'ensemble de nos coûts d'exploitation. Et donc de façon globale maintenant, et pendant 5 ans, je l'ai été de façon très dédiée sur AWS, où j'ai été le FinOps AWS de la société à temps plein. Le groupe Veolia Environnement s'articule autour de 3 lignes de service dans les domaines de l'eau, de l'énergie et des déchets. Notre ambition est de devenir, si tant est qu'on ne l'est pas, l'entreprise de référence pour la transformation écologique. Nous sommes 170 000 collaborateurs, on intervient dans plus de 50 pays et on est 30 000 personnes en France. La France est le berceau historique de la société, qui a été fondée en 1853 par un premier contrat de gestion de l'eau pour la ville de Lyon. Et ça donnait naissance à la Compagnie Générale des Eaux, qui est en fait à l'origine de tout le groupe Veolia Environnement. Compagnie Générale des Eaux que les plus anciens d'entre vous doivent connaître. Alors, on voit que Veolia est une vieille dame, et cependant, on est une des premières sociétés à avoir pris le virage et la décision de mettre l'ensemble de notre système d'information dans le cloud. On a une stratégie cloud qui peut être vue comme s'articulant sur 2 axes, la partie poste de travail et la partie data center, partie serveur. Pour le côté poste de travail, en 2012, on a pris la décision d'adopter la suite bureautique G Suite de Google, donc ceci afin de promouvoir le travail collaboratif, mais également de réduire nos coûts d'exploitation autour des serveurs de fichiers bureautiques Microsoft. Également, et dans le même mouvement, à partir de cette date, on a mis en place un plan pour remplacer nos postes de travail et passer de PC Windows vers des Chromebooks. Ceci, donc, évidemment, avec comme objectif d'optimiser les coûts de maintien en conditions opérationnelles, les coûts d'exploitation de nos postes de travail qui sont très élevés et qui sont peu élevés sur les Chromebooks, et également pour sécuriser nos postes de travail. Pour la partie serveur, système d'information en tant que tel, en 2015-2016, on a démarré notre projet Move to Cloud pour l'ensemble du système d'information de Veoliao. Alors, avec deux objectifs prioritaires, bénéficier du modèle financier de Pay as you go du cloud public, et également de renforcer la sécurité de notre système d'information. De façon additionnelle, on profite de la flexibilité du cloud, de la rapidité de déploiement, ainsi que de l'élasticité des workloads. Par rapport à ça, on se félicite aujourd'hui, dans cette triste période qu'on traverse, de notre choix du cloud, puisque ça nous a permis de répondre à une demande massive d'accès à distance à notre système d'information. On a pu tout provisionner grâce à AWS et à l'élasticité inhérente à AWS. Si on avait été on-premise, et on a pu le lire dans la presse, on n'aurait pas pu être au rendez-vous, car dans l'incapacité de provisionner suffisamment de serveurs physiques. Michel, alors, justement, oui. sur les éléments qui t'ont permis de mettre en place, qu'est-ce qui a été le facteur clé pour le lancement de la démarche FinOps, et quelles sont en fait, après quasiment 5 ans de mise en route, les leçons apprises?
Alors pour le FinOps, on a tout de suite été sensibilisé, quand bien même on a été une des premières boîtes du CAC 40 à basculer vers le cloud. Il y avait déjà des boîtes qui y étaient allées, plus petites, hein, ou pas en leur entièreté. Et on avait des retours comme quoi il y avait une dérive importante financière. Souvent, les gens étaient déçus, pensaient faire des économies en allant dans le cloud et, in fine, s'apercevaient que c'était pas forcément le cas. Donc, fort de cette information, dès le début, on a mis en place, enfin, on était sensibilisé au FinOps et on a mis en place les outils nécessaires pour pouvoir suivre notre consommation financière. À ce sujet, au tout début, on a démarré avec, je faisais mes tableaux Excel à partir des fichiers de billing d'AWS, après des tableaux croisés dynamiques. Donc ça n'a été possible qu'au début, quand on n'avait pas trop de lignes de facturation. Et très rapidement, évidemment, notre consommation augmentant, ce n'était plus gérable au travers d'un simple fichier Excel. Et j'ai développé un dashboard sous Data Studio qui s'alimente automatiquement à partir des données de billing d'AWS. Donc tout ça, un développement fait maison et qui répond à nos attentes et que je partage à l'ensemble de la population de Veoliao. Justement, Alors, comment en termes de qu'est-ce qu'on a mis en place, donc en corollaire, ce qui est très important dans une démarche FinOps, c'est de mettre en place, de bien réfléchir à un ensemble de tags, puisqu'on ne peut optimiser que ce que l'on identifie. Et en fonction des axes d'analyse qu'on peut anticiper, ben, il faut choisir ces tags et les appliquer sur l'ensemble des ressources et l'ensemble des services AWS que l'on va utiliser. Et après, donc, pour la culture FinOps, j'ai mis en place des newsletters mensuels de façon à partager les coûts en toute transparence avec l'ensemble de l'organisation. Mis en place des meetings. À un moment, j'étais un peu seul, c'est pour ça que j'ai mis la petite bande à Picsou. Au début, je faisais tout seul. Et petit à petit, j'ai réussi à embarquer un ensemble de tech leads et au travers de l'animation de réunions mensuelles où il y a beaucoup de retours d'expérience qui sont partagés et qui permettent d'avancer plus avant. Justement, Michel, ta facture, comment elle a évolué et que comporte-t-elle aujourd'hui? Alors, notre facture, elle a toujours été maîtrisée. Alors, ça a évidemment beaucoup évolué par rapport au début, puisqu'au au fur et à mesure du move to cloud, il y avait de plus en plus d'empreintes AWS par rapport à notre data center. Mais comme on a mis en place les outils dès le début pour surveiller et maîtriser notre consommation financière AWS, on n'a pas eu de mauvaises surprises. Par exemple, en 2019, on a fait moins 10% à périmètre constant par rapport à 2018. En ce qui concerne l'optimisation, ça s'articule sur des piliers classiques que sont le waste management, le right sizing, le bon usage des différentes typologies de stockage. Après, alors il y a un autre biais, mais qu'on utilise vraiment en dernier recours une fois que toutes les étapes précédentes que je viens de citer ont été passées, c'est utiliser les instances réservées. Et maintenant, les savings plans qui répondent, qui sont une super innovation de la part d'AWS par rapport aux instances réservées où on avait un fort discount, mais on était très lié à des décisions de gabarit, enfin avec un engagement qu'on ne pouvait pas casser si on s'était trompé dans le gabarit de nos instances. Et les savings plans apportent une liberté et un discount qui sont très intéressants et qui permettent d'orienter. En tout cas, c'est ce qu'on fait en 2020. Je l'ai décrété année du right sizing, puisqu'aujourd'hui, on a toute liberté pour modifier nos gabarits et ainsi optimiser notre facture tout en bénéficiant de discount. Comment justement tu as pu mettre en place un modèle de responsabilisation des consommateurs, que ce soit les métiers ou les projets IT, et avoir un principe consommateur-payeur?
Alors, ça n'a pas été simple parce que tout le monde veut, enfin toute l'entreprise veut que ses coûts baissent et c'est difficile d'embarquer tout le monde. Donc tout ça, ça a pu se faire au fur et à mesure, parce que pendant longtemps, je l'ai fait tout seul, mais au fur et à mesure, j'ai réussi à embarquer les gens au travers de réunions, au travers de communication. On a beau mettre en place un ensemble d'outils en mode pool, tels que le dashboard de suivi des coûts qui est mis à jour de façon journalière. J'ai développé un ensemble de fonctions lambda qui identifient les inefficiences dans l'utilisation des services AWS, tels que des instances qui ne sont pas utilisées, des disques qui sont en mode available et qui ne sont pas supprimés, des ELB qui ne servent à rien, etc., etc. Et on a beau mettre en place toutes ces informations, on s'aperçoit que si on ne fait pas vivre le process, parce que FinOps c'est un process finalement, si on ne fait pas vivre le process, il ne va pas se passer, il n'y a pas de miracle. Les gens ont de toute manière une charge de travail qui est importante et ne sont pas forcément focalisés, comme c'est mon cas, qui suis à plein temps sur cette fonction, sur le FinOps. Et également, ce qui a bien aidé au-delà de ce côté organisation et acculturation FinOps, c'est le fait que la direction générale a fortement appuyé la démarche. C'est incontournable, c'est mandatory. Et ça s'est fait en plus en touchant un petit peu au portefeuille, puisque il a été mis en place un pourcentage de la part variable des salaires en fonction d'atteinte d'objectifs de réduction des coûts sur AWS. Donc tout le monde était tout de suite très concerné. Et là, il y a eu un élan qui fait qu'on a réussi justement à atteindre ce moins 10% à périmètre constant en 2019 par rapport à 2018. Et aujourd'hui, la culture FinOps a infusé dans l'entreprise et les choses se passent de façon très, très douce et naturelle. Donc là, sur le slide, on voit l'écosystème que j'ai développé en Python, en mode serverless lambda, que j'ai présenté d'ailleurs dans le programme This is my architecture d'AWS, qui passera bientôt sur les réseaux sociaux d'AWS. On voit qu'il y a un ensemble de fonctions lambda à partir d'un compte AWS de référence qui va regarder dans une table DynamoDB l'ensemble des comptes à superviser et qui récupère toutes les informations sur ce que j'ai cité précédemment, sur les inefficiences financières. Et à partir de là, tout est publié dans une chatroom FinOps auquel les différents tech leads sont membres. Bien, alors on a plusieurs questions qui arrivent de la part de nos invités. La première, c'est est-ce que le service FaaS, donc FinOps as a Service, est compatible avec seulement AWS ou Azure également? Alors, il faut le voir comme oui, c'est compatible avec Azure, bien que je ne connaisse pas Azure. Je suis en train de cette année, j'ai pour objectif de déployer ce process que j'ai mis en place sur GCP, puisqu'on est également sur GCP. Et là, ça va être intéressant parce que le modèle d'utilisation de GCP n'est pas du tout le même que sur AWS, puisque sur AWS, on fait du IaaS et sur GCP, on utilise beaucoup un service comme BigQuery, puisque c'est là qu'on a nos data lakes. Et que finalement, le stockage BigQuery coûte pas très cher, alors que c'est l'utilisation et les requêtes qui sont facturées. Donc, du coup, ça va être une orientation différente. Mais il faut vraiment voir ce que j'ai fait sur AWS comme un process. Et du coup, ce process peut être déployé sur un ensemble d'éléments, un ensemble de coûts d'exploitation afin de les optimiser. Ce qui est important, c'est vraiment de partager l'information, de challenger les différents usages pour arriver à une maîtrise de la facturation, que ce soit pour AWS, Azure ou GCP. Alors justement, il y a une autre question à propos de la facturation. Enfin, c'est comment la refacturation, si elle est faite, est réalisée en interne? Alors la refacturation est faite. Alors je m'appuie sur mes dashboards et également donc, sur l'ensemble de tags que l'on a définis qui finalement collent à l'organisation. Donc les tags, il y a un tag pour le département, un tag pour chaque service, sous-service de chaque département, et à partir de là, on identifie la consommation AWS pour l'ensemble des services et on les refacture en interne.
Ok. Et tout Alors, ça, évidemment, est communiqué de façon mensuelle. Enfin, tous ces résultats, le pourcentage d'atteinte, parce qu'en début d'année, on fixe des objectifs de consommation AWS. Et tous les mois, je communique à l'ensemble de l'entreprise sur l'atteinte ou pas des objectifs de consommation mensuelle. très bien. Alors, ta dernière slide, Michel, est assez technique. Et d'ailleurs, on a Oui. une question. En voyant l'architecture mise en place pour l'alerting et la collecte d'informations, est-il nécessaire d'être technique pour être FinOps et est-il nécessaire d'avoir toutes les compétences en architecture cloud? Bah, c'est mieux, comme je l'ai dit en préambule, enfin, je suis informaticien de formation, de métier, certifié architecte solution sur AWS, et c'est vraiment une fonction qui nécessite d'avoir à la fois une appétence financière, des compétences techniques, et également une capacité de communication et de communication à différents échelons dans l'entreprise, que ce soit au niveau de la direction, au niveau de la finance, de la direction générale, des directions métiers, mais également au niveau des techniciens. Très bien. Alors, je vais poser la même question en fait à Laurent et à Cyril, notre prochain intervenant. Est-ce que vous pensez que le manque de connaissances techniques est un obstacle à l'adoption d'une pratique FinOps, ou au contraire, est-il possible de mettre en place certaines choses pour que le FinOps soit adopté? Alors là, c'est une bonne question. Il y a un premier sujet, c'est que aujourd'hui, il est essentiel en fait de s'adapter au nouvel ADN de la DSI. Et le nouvel ADN de la DSI, c'est un apprentissage continu et c'est la capacité à s'adosser sur les nouveaux services. Donc la formation. Et en fait, on a une structure qui s'appelle TNP Training. Elle est essentielle dans ces éléments de transformation. Ça se décrète pas. Donc, il y a déjà en fait, au travers des clouders, la mise à disposition de plateformes de e-learning, mais qui sont pas suffisantes. Deuxièmement, il y a l'aspect en fait formation. Et puis le troisième élément, c'est du coaching et être capable de commencer à appliquer sur un petit périmètre, d'être coaché et de monter en fait en régime et de pouvoir passer à l'échelle. Et on est en fait sur ces éléments qui font vraiment partie du nouvel ADN de la manière de travailler, où on peut tester. Hein, certains de nos clients mettre en place ils appellent ça des dev vending machines, c'est-à-dire le fait de donner au développeur un environnement, donc de déployer l'environnement, lui donner en fait une carte qui est déjà préconfigurée en fait avec un compte. Et en fait, ça veut dire que ça favorise l'automatisation parce qu'en fait, s'il déprovisionne pas ses environnements, il les paye. Ça veut dire aussi que on développe l'usage et l'utilisation. Et c'est vraiment ce point qui est essentiel pour être capable de bien comprendre la partie FinOps sur l'aspect financier, mais aussi les services et la profusion de services qui est mis à disposition de manière associée. Cyril, je vais te passer la main. Est-ce que pendant que je fais ça, tu pourrais nous donner un élément de réponse également? Ok, merci. Je suis d'accord avec à la fois ce qu'a dit Laurent et Michel, à savoir que en fait c'est la démarche qui est importante. On voit ce que nous expliquait Michel. Finalement, les outils ils viennent que implémenter, renforcer la démarche. Donc dans le cas de Michel, il a développé lui-même à base de briques AWS une solution qui correspondait à ce qu'il voulait mettre en place. On peut utiliser des outils qui sont plus agrégés, entre guillemets, déjà préconfigurés, qu'ils soient natifs à AWS ou bien par des tiers comme Apptio, c'est une autre façon. Mais si vous n'avez pas la démarche initiale en se disant qu'est-ce que je veux faire, qui sont les key stakeholders, à qui je vais reporter les costs, quels sont mes objectifs sur cette année de réduction, finalement les outils ils viennent que vous aider à implémenter ce que vous avez choisi. Ils vont pas faire d'eux-mêmes l'optimisation de votre usage, parce qu'on voit que tout ça derrière, c'est surtout un changement des habitudes de consommation, comme à une époque, quand avec les téléphones portables, les collaborateurs partaient à l'étranger et utilisaient leur GPS et ça faisait des consommations dramatiques parce que la facturation à l'époque était liée aux data à l'étranger était très chère. C'était juste une adaptation des usages de tous les utilisateurs. Donc on est dans une phase de transition où il faut adapter nos façons de travailler tous dans la consommation du cloud, mais j'imagine que ces sujets d'ici quelques années seront beaucoup moins
nébuleux entre guillemets, et on sera vraiment dans des logiques industrielles, automatiques de gestion de tout ça, parce qu'on aura adapté nos usages et nos mentalités. Finalement, les outils n'étant qu'une façon d'implémenter tout ça. Donc, pour répondre à la question de la personne qui l'a posée, une connaissance technique, c'est toujours un plus, surtout quand on est ce qu'on appelle un one-man band. Donc, Michel, quand il était tout seul sur ce sujet, c'est bien sûr utile d'avoir la double casquette, parce qu'une des clés, c'est effectivement une interaction, une interconnexion forte entre les fonctions finance et les fonctions techniques. Donc si c'est une personne qui a ces deux qualités, ça facilite bien sûr les choses. Après, selon la taille de votre structure, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs profils dans une cellule FinOps, et donc ces profils peuvent être soit plus techniques, soit plus finance, si ça dépend. Très bien. Alors, je te laisse la parole pour la troisième partie de notre webinaire aujourd'hui. Ok, je vous remercie. Donc, je m'appelle Cyril Deblois, je suis business developer sur ce qu'on appelle Cloud Financial Management chez AWS. C'est un ensemble de best practices qui inclut la cost optimization, mais qui a surtout pour objet d'aider les clients à adopter une nouvelle façon d'opérer le cloud, en prenant en compte ce qu'on a vu au début avec Guy, à savoir la capacité de faire du forecasting sur ses coûts, à définir des façons de réagir quand il y a des déviations par rapport à ce forecasting, à mettre en place donc des logiques d'optimisation de manière récurrente, hein, pas seulement une fois par trimestre par exemple, et tout ça dans une logique aussi d'opération du cloud qui soit qui devienne un business as usual, alors qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui demande un effort important d'adaptation et des personnes et des outils et des process. Nous, ce qu'on préconise, c'est que ça devienne intégré dans la façon d'opérer le cloud. Et donc, c'est un petit peu le sujet que je vais vous présenter. Alors, j'ai choisi un biais spécifique un petit peu pour pas être sur une logique un peu classique de vous présenter les grandes. Cyril, on ne t'entend Oui, plus. ok, Bon. pardon. Mon son était coupé. Michel vous a montré donc de manière très pragmatique et efficace quels sont les grands pans à s'occuper quand on traite de cost optimization. Donc je ne vais pas faire un déroulé de ce type-là. J'ai choisi quelque chose d'un petit peu plus spécifique autour des annonces en fait d'AWS, pour vous montrer en fait à quel niveau AWS investit sur ces sujets, et de vous montrer qu'en fait c'est bien une logique de responsabilité partagée. C'est-à-dire que les outils ne vont pouvoir qu'accompagner la démarche que vous avez décidée. S'il n'y a pas de démarche décidée, pas de choix qui ont été faits, les outils ne seront pas suffisants pour le faire à votre place. Donc c'est pour ça que vous avez ici dans mon sous-titre une logique donc de fail to plan is a plan to fail. Ça veut bien dire que, comme Michel l'a expliqué, il faut définir une stratégie pour gérer tout ça. Et les outils ne viennent finalement que vous accompagner dans cette stratégie. Donc j'ai regardé l'ensemble des annonces AWS au niveau outils. Alors j'ai eu beaucoup de choses qui sont passées en même temps, pardon. Donc l'année dernière, AWS a annoncé, il y a un blog spécifique sur les annonces, il y a eu 1843 annonces de produits et services et fonctions, donc c'est assez conséquent quand même. 83 concernaient des éléments qui sont liés à la logique FinOps. Alors c'est à la fois peu et beaucoup, hein, 4,5% c'est peu dans l'absolu, 83 c'est déjà plus important. Ce que ça montre, et c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention, c'est que c'est un sujet que l'on prend au sérieux. On investit de manière importante pour que les services qui sont lancés soient, on va dire, FinOps compliant dès le départ. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire principalement qu'ils aient une capacité à être tagués on creation, puisque, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur la partie tagging qui est importante, comme l'a rappelé Michel, il y a des best practices aussi, hein. La première, c'est que idéalement, il faut que tout soit tagué dès le départ, voire avec des règles créées qui empêchent de créer des ressources si elles ne sont pas taguées correctement. Parce qu'évidemment, quand on doit taguer alors que la ressource est déjà lancée, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, une grosse partie des annonces, ce que l'on voit en haut sur la partie C, donc Measurement and Accountability,
Ça concerne beaucoup des capacités de tagging de nouveaux services qui ont été annoncés. Donc on voit 80% de ces annonces. On voit aussi que c'est sur ce segment que se porte la majorité des nouvelles annonces. Donc on a vu que c'était la base pour pouvoir définir des optimisations. Donc c'est normal que AWS, en tant qu'acteur important de ce marché, fait en sorte que ces services aient les fonctionnalités de base pour que vous puissiez développer par-dessus votre propre méthodologie d'optimisation. Donc le deuxième élément, ce qu'on appelle save, alors j'utilise la terminologie FinOps, hein, si vous êtes familier avec. Donc une fois qu'on a la visibilité, on peut mettre en place des stratégies d'optimisation. Donc là, on voit qu'il y a 24 annonces, donc c'est aussi un des secteurs où on investit de manière importante. À partir de cette capacité d'optimisation, on a ensuite investi sur la partie planning and forecasting. Donc c'est un petit peu plus léger en termes d'annonces, mais bon, ceci dit, il y a eu cette annonce importante sur ce sujet, puisqu'évidemment la notion de cloud et la capacité pour une structure à travailler même sur la partie optimisation, si vous n'avez pas un budget existant et une prévision de dépenses sur le cloud, finalement, ça va être aussi plus compliqué d'optimiser parce que vous n'aurez pas des logiques on va dire, de mesure de déviation, par exemple, que ce soit à la hausse ou à la baisse, avec des plans de remédiation. Donc, c'est des choses qui sont, comment dire, qui sont importantes à mettre en place, qui sont pas si compliquées. Finalement, c'est vraiment parce qu'on est sur des logiques qui sont pas usuelles pour nos utilisateurs. Mais bon, l'exemple de Michel nous a montré que c'était faisable, hein. Tout le monde n'est pas obligé de se dire à un moment donné le cloud me coûte trop cher. Et quand on parle de 35% de ressources qui sont payées et non utilisées, finalement, quand on se positionne dans un environnement on-prem, c'est beaucoup plus que ça, puisqu'on sait tous que le taux d'utilisation des serveurs, il est au mieux à 45% pour ceux qui virtualisent beaucoup. Mais dans la moyenne, il est plutôt entre 15 et 25%. Je vous laisse faire le calcul de la part qui est non utilisée. Donc c'est des logiques qui ne sont pas absurdes, hein. Là, ce qui est important, c'est de ne pas s'arrêter à ce niveau d'usage plus faible que la réalité de ce qui est payé. Et il y a tout ce qu'il faut en termes d'outillage pour faire ça. Et la dernière partie, la partie run, donc c'est comment on intègre toute cette logique dans les opérations elles-mêmes, la partie opération du cloud. Donc c'est principalement des annonces autour de la gouvernance, tout ce qui est possibilité de créer ce qu'on appelle des cost guardrails, donc par exemple limiter la possibilité de soit de budget, soit de type de service à lancer. Alors, j'ai une difficulté à passer. Un sujet important que je mentionne parce que c'est pas toujours ce à quoi on pense en premier. La notion de FinOps, en fait, c'est pas uniquement une question d'économiser. C'est une question aussi d'être capable de mettre en perspective quels sont les intérêts business pour une structure. Et finalement, les décisions, on s'aperçoit qu'elles sont beaucoup plus pertinentes quand elles s'adressent à un business outcome, donc un avantage concurrentiel, on va dire, pour votre entreprise, et donc de calculer je sais pas, le coût d'une instance, par exemple, c'est plus intéressant si vous travaillez sur le coût AWS par instance du nouveau client onboardé chez vous, de la transaction de votre métier. Si vous rapprochez des indicateurs qui sont liés à vos métiers, vous avez une capacité de prise de décision qui est beaucoup plus intéressante. Donc je terminerai sur des perspectives futures. Je vais aller vite parce que je vois que le temps avance. Globalement, tout ce que je vois dans mon métier, c'est-à-dire ce que font nos clients, les acteurs qui créent des nouveaux outils, qu'ils soient AWS ou externes, des gens qui travaillent comme TNP sur la partie consulting et accompagnement. Il y a trois grandes tendances. La première, c'est l'automatisation, puisqu'on a vu que comme c'est une pratique un peu nouvelle, on passe un petit peu de temps au début à mettre en place des choses, mais dès qu'elles sont figées, en tout cas normalisées, il faut les automatiser parce qu'il y aura toujours des nouveaux sujets qu'il faudra appréhender et sur lesquels il faudra prendre des décisions. Donc dès qu'on l'a fait, on va formaliser la décision sous une logique de process et d'automatisation
Comme ça, on peut concentrer son effort humain sur des prises de décision qu'on n'a pas pu formaliser avant. La deuxième grande tendance, c'est le machine learning. Alors, je parle là du vrai machine learning, pas le buzzword qu'on entend un peu partout. Donc, c'est-à-dire le fait que des outils informatiques peuvent simuler en fait une infinité de combinaisons, puisque une des complications humaines, c'est que la quantité de ressources disponibles et la largeur de notre offre et sa profondeur, ça permet bien sûr d'avoir des capacités qui collent exactement à vos besoins, mais ça aussi génère des combinaisons en termes mathématiques qui sont importantes. Donc, on a de plus en plus d'outils qui commencent à émerger, qui sont capables d'aller tester un à un des combinaisons de paramètres où la somme de ces combinaisons dépasse de l'ordre du million. Et avec des logiques d'environnement, de sandbox qui vont tester la performance applicative pour chaque combinaison de paramètres qui sont optimisés. Alors pour vous donner un exemple, dans ces paramètres, on peut avoir les paramètres du kernel Linux avec les différents niveaux de mémoire tampon, ce genre de choses. Donc on peut aller, il y a des outils qui vont assez loin sur ces sujets. Et le troisième grand volant de changement, c'est l'optimisation financière au niveau applicatif. C'est-à-dire au niveau des applications d'AWS, par exemple Elasticsearch, qui selon les paramétrages que l'on lui donne va avoir un coût qui est très différent. Bien sûr, il faut l'adapter à votre besoin métier derrière. Ce que ça veut dire, c'est que beaucoup de nos clients utilisent ces outils comme on le ferait on-prem par défaut avec la configuration standard et qui n'est pas toujours en relation avec la réalité de ce qu'on cherche à faire en termes de business outcome. Donc il y a des champs importants d'optimisation sur ces paramétrages fins des applications. Et de la même manière, au niveau applicatif métier, cette fois-ci, vos applications, de plus en plus, on voit des logiques en partenariat avec des outils d'application performance monitoring, donc d'être capable de descendre plus loin au niveau de la façon dont fonctionnent vos applications et d'optimiser du coup les ressources informatiques AWS pour qu'elles soient encore plus en phase et sizées exactement pour votre besoin applicatif. Donc ça, c'est les grandes tendances. Donc c'est un métier qui mature, hein. On est encore quelque part dans la partie naissante. Ceci dit, où l'exemple de Michel vous montre que des gens qui sont intéressés dès le début, ils ont pu faire des choses qui leur ont permis d'être à l'aise dans leur expansion dans le cloud, puisque Veolia est maintenant 100% data serverless. Donc c'est complètement possible. Après, voilà, il faut s'y attacher. On a parlé d'executive sponsorship, c'est important. Michel l'a rappelé aussi. Voilà, c'est des grands thèmes qui sont importants. Et donc c'est un sujet qui est accessible, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre par-ci par-là. Après, il nécessite une méthodologie précise. Et donc, si vous n'avez pas en interne les capacités ou des gens dont les profils correspondent à ce qui est nécessaire pour mettre ça en place, faites-vous accompagner. Des gens comme TNP Consulting sont des structures tout à fait appropriées pour vous aider à mettre en place les briques initiales de cette démarche et vous accompagner dans la maturation. Ensuite, vous avez des logiques d'outillage. Alors, bon, AWS propose tout ce qui est nécessaire pour gérer tout ça. Si vous voulez des choses clés en main, vous pouvez utiliser des logiques comme celles que propose Zaptio Cloudability, qui vont vous permettre d'aller plus vite sur certains pans de ces sujets, sans pour autant vous dispenser de vous intéresser aux sous-jacents, parce que cette logique d'optimisation, finalement, elle a un impact sur la façon dont vous utilisez le cloud de manière générale, pas que sur le coût. Donc c'est important de les maîtriser, même si vous utilisez un outil pour aller plus vite. Voilà pour moi. Merci Ok, Cyril de cette merci. intervention. Il nous reste que quelques minutes et j'aurais voulu en profiter pour poser une dernière question à tout le monde, mais je pense que ça serait intéressant d'avoir la perspective de Michel à ce sujet. Donc, comment faire adopter les bonnes pratiques de gestion des ressources aux équipes de la DSI lorsqu'on décide d'adopter une approche FinOps? C'est un petit peu ce que j'ai dit. Si on n'est pas appuyé par la direction générale, par le management, ça risque pas de prendre. Et
Donc, c'est ce qu'on a eu. Nous, on a eu cette chance chez Veolia Aude, et même au niveau de Veolia en son ensemble, tout le management appuie cette démarche. Et également, dès qu'on touche un peu au portefeuille et donc à la part variable des différentes personnes, ça marche aussi très bien. C'est un peu plus terre à terre, mais ça fonctionne bien. Alors, une autre question assez intéressante. Quand on constate que 36% du FinOps est porté par le contrôle de gestion aujourd'hui, les entreprises font-elles fausse route sur leur organisation? Alors, j'adresse la question à tous nos intervenants aujourd'hui. Je pense que c'est clairement un point contextuel, hein, c'est-à-dire que l'aspect financier et les factures, elles arrivent aujourd'hui au travers de la comptabilité et le contrôle de gestion, hein, qui est la structure qui est payeur. Et le principe, c'est d'être capable d'expliquer pourquoi la facture monte. Et donc, il y a un vrai premier step, hein, qui est d'être capable de répondre à cette question. Et à partir du moment où, en fait, et ça c'est le rôle du contrôle de gestion, c'est d'être capable d'expliquer les 5 pourquoi, et on se retourne très rapidement sur des sujets qui sont la technicité. Donc il y a un vrai duo, un vrai mariage entre cette vision financière qui est l'explication de la facture et les services qui sont assez techniques, assez poussés, avec des combinaisons qui peuvent dépasser le million. Et puis le deuxième point, c'est qu'il y a aussi un deuxième élément financier qui est au cœur, c'est que quand vous lancez des projets de réarchitecture, de sujets lambda, vous avez besoin de lancer des démarches de ROI, vous avez besoin de poser en fait les coûts de votre future architecture. Et là, c'est extrêmement intéressant de pouvoir utiliser les calculettes qui sont fournies par les clouders et d'être capable de projeter en fait entre le contrôle de gestion et les projets IT ces éléments-là. Donc, le fait de dire c'est le contrôle de gestion qui porte, est-ce que c'est une fausse route? Je pense que c'est des éléments contextuels. Il faut piloter l'ensemble de la dépense IT et c'est un des éléments de cette dépense IT. Et il y a besoin de compétences qui sont des compétences au travers des équipes du centre de compétences cloud qui sont là pour supporter ce service dans le cadre de l'ensemble de la dépense de l'IT. Merci. Alors, une dernière question très brièvement. Je crois qu'elle s'adresse à Cyril très brièvement parce qu'il nous reste vraiment que quelques minutes. Donc, au vu des évolutions qui ont été présentées, quel est l'intérêt des outils tiers aujourd'hui? Alors l'intérêt principal, il est d'un time to market, enfin time to efficiency plutôt, qui peut être plus court parce que c'est des outils qui sont on va dire pré-paramétrés pour pouvoir dès le déploiement finalement être prêt à avoir des recommandations, alors qu'il peut y avoir une courbe d'apprentissage légèrement plus longue quand on crée soi-même. On a vu dans le cas de Michel, donc de développer quelques fonctions lambda, ça prend un petit peu plus de temps, même si c'est pas inaccessible. Après, bien sûr, vous avez des logiques d'interopérabilité entre les différents niveaux IT de votre entreprise. Dans le cas d'Aptio, par exemple, ils ont un historique assez fort sur la partie on-prem. Donc ça peut être aussi la capacité pour ces outils de vous aider à faire vos choix de migration, puisque dans le cas d'Aptio, il peut vous aider à créer des modélisations de business case. Donc de prendre un environnement IT avec des logiques assez précises sur cet environnement et en termes de caractéristiques techniques et en termes d'usage, et de modéliser quel serait le coût de cet environnement sur une plateforme de cloud. Donc voilà, c'est surtout à ces niveaux-là que ces outils vont être intéressants pour aller un petit peu plus vite dans la réalisation des économies. Après, comme je le disais tout à l'heure, ça ne vous dispense pas de comprendre quels sont les tenants aboutissants, parce que ces tenants aboutissants sont cruciaux dans votre bon usage du cloud. C'est sûr que si vous n'êtes pas à même de comprendre le fait qu'une ressource qui dort dans un coin, elle vous est facturée, même si vous l'utilisez pas, ça sera détrimental pour votre usage du cloud en général. Donc il faut quand même avoir une démarche directe de compréhension des tenants aboutissants. Merci Cyril et merci à tous nos intervenants aujourd'hui. Il nous reste juste une petite minute avant la fin de l'heure. Alors, je voulais juste dire aux personnes qui ont posé des questions et auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre que les questions seront adressées à tous nos intervenants pour qu'ils puissent vous répondre en particulier. Je souhaitais encourager nos invités aujourd'hui à télécharger les éléments disponibles sur l'outil GoToWebinar, sur l'interface GoToWebinar. On me signale qu'il y a un petit problème de
téléchargement des résultats du baromètre TNP. On vous l'enverra par email. Par contre, vous pouvez télécharger le mini-guide du FinOps Aptio, qui est un guide de toutes les best practices, de toutes les étapes à mettre en place pour commencer votre approche FinOps. Donc, je vous invite à télécharger ça au travers de l'interface. Comme je l'ai dit au tout début de l'heure, ce webinaire fait partie d'une série de 2 webinaires en réalité. Le second aura lieu le jeudi 23 avril. Nous vous enverrons à tous et à toutes une invitation afin que vous puissiez vous inscrire à ce second webinaire où on aura une analyse des tendances du FinOps avec TNP et le CRIP, un retour d'expérience sur la mise en place d'une pratique FinOps de la part de la Société Générale et enfin une démonstration de nos solutions de gestion du multi-cloud d'Aptio. Je voulais vous remercier vivement, chaleureusement pour avoir passé un peu de temps avec nous ce matin. Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser à Laurent et à moi. Vous voyez nos adresses email à l'écran. Je vous remercie de nouveau et vous souhaite une très bonne journée. Très bonne journée à vous et restez chez vous.